le 11 avril 1968, à 11h42 du matin, dans les eaux glacées du Pacifique Nord, à 1560 miles au nord-ouest de Pearl Harbor, le sous-marin soviétique K-129 glisse silencieusement à 400 pieds sous la surface. À bord, 98 hommes accomplissent leur tâche avec la précision mécanique des marins entraînés, ignorant qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour. Le commandant Vladimir Kobzar, un vétéran de 42 ans avec 20 années de service sous-marin, consulte les cartes de navigation dans la salle de contrôle, son visage éclairé par la lueur verdâtre des instruments. Le K-129 effectue une patrouille de routine dans le Pacifique, transportant 3 missiles balistiques nucléaires R-21, capables de frapper n'importe quelle ville américaine, et un équipage épuisé qui rêve de retrouver leurs familles à Petropavlovsk. Dans la salle des missiles, les techniciens effectuent leur vérification quotidienne. Dans les quartiers d'équipage, des hommes dorment dans leurs couchettes étroites, bercés par les vibrations familières du navire. Personne ne sait que dans exactement 7 minutes, une explosion catastrophique transformera ce sous-marin en cercueil métallique, déclenchant une course contre la montre qui durera 6 ans et coûtera 800 millions de dollars, l'opération de renseignement la plus coûteuse et la plus audacieuse de l'histoire de la guerre froide. Une opération si secrète que même son existence sera niée pendant 40 ans. Une opération qui nécessitera la construction du plus grand navire jamais construit à cette époque, l'invention de technologies qui n'existent pas encore, et le mensonge le plus élaboré jamais orchestré en pleine vue du monde entier. À 11h49, quelque chose se produit à bord du K-129. Les historiens débattent encore de ce qui déclenche la catastrophe. Certains pensent qu'une fuite d'hydrogène s'est accumulée dans le compartiment des batteries, créant une atmosphère explosive. D'autres suggèrent une défaillance du système de missiles, peut-être un lancement accidentel dans le tube. D'autres encore murmurent des théories plus sombres. Collision avec un sous-marin américain en mission de surveillance, sabotage interne, mutinerie qui a mal tourné. Ce qui est certain, c'est qu'à cet instant précis, une explosion massive déchire le K-129. La détonation est si violente qu'elle est détectée par les stations d'écoute sous-marines américaines à des milliers de kilomètres de distance. Le sous-marin, son système de ballast détruit, sa coque percée commence à sombrer. Les hommes qui sont encore conscients ont peut-être 30 secondes avant que la pression de l'eau ne commence à écraser les compartiments non étanches. À 300 pieds, les lumières s'éteignent. À 500 pieds, les bulkheads commencent à se déformer. À 1000 pieds, certains compartiments implosent. Le K-129 continue sa descente inexorable, tournoyant lentement dans l'obscurité absolue, pendant 4 minutes interminables, jusqu'à ce qu'il s'écrase sur le fond océanique à 16 500 pieds de profondeur, 3 miles sous la surface, dans l'une des fosses les plus profondes du Pacifique. 98 hommes morts, 3 missiles nucléaires perdus, et un secret que l'Union soviétique ne peut pas se permettre d'admettre au monde. À Washington, dans les salles souterraines du quartier général de la NSA à Fort Meade, Maryland, les analystes acoustiques détectent l'anomalie dans les enregistrements SOSUS quelques heures après l'explosion. Le réseau d'hydrophones américains, déployé sur le fond océanique du Pacifique depuis les années 1950, a capturé la signature acoustique distinctive d'une catastrophe sous-marine. Les techniciens triangulent la position approximative. Les analystes identifient le type de sous-marin à partir des caractéristiques de l'explosion. En quelques jours, le renseignement naval américain sait 3 choses avec certitude. Un sous-marin soviétique de classe Golf II a coulé dans le Pacifique Nord. Il transporte des missiles balistiques nucléaires. Et les soviétiques n'ont aucune idée de son emplacement exact. Cette dernière réalisation est cruciale. Les soviétiques savent que le K-129 a disparu. Ils ont lancé la plus grande opération de recherche navale de leur histoire, déployant des dizaines de navires pour ratisser le Pacifique. Mais leurs hydrophones n'ont pas capturé l'explosion. Leur zone de recherche est incorrecte, décalée de plusieurs centaines de miles. Ils cherchent au mauvais endroit. Ce qui signifie que les Américains possèdent un avantage informationnel extraordinaire. Ils savent où se trouve le sous-marin et les Soviétiques ne le savent pas. Cette asymétrie ouvre une possibilité qui semble sortir d'un roman d'espionnage. Et si les Américains pouvaient récupérer le sous-marin avant que les Soviétiques ne le trouvent? Dans les bureaux du renseignement naval à Washington, cette idée est initialement accueillie avec scepticisme. Récupérer un sous-marin de 2000 tonnes depuis 16 500 pieds de profondeur. En 1968,
La technologie n'existe tout simplement pas. Les submersibles les plus avancés peuvent atteindre 6000 pieds, peut-être 8000 dans des conditions idéales. Personne n'a jamais tenté de soulever quoi que ce soit d'aussi massif depuis de telles profondeurs. La pression à 3 miles sous la surface est de 7500 livres par pouce carré, assez pour écraser l'acier comme du papier d'aluminium. Les courants océaniques, à cette profondeur, sont imprévisibles. La visibilité est nulle. Et même si, par quelques miracles technologiques, on pouvait construire une machine capable d'atteindre l'épave, comment la soulever? Les câbles les plus résistants du monde se briseraient sous leur propre poids à de telles longueurs. Les grues les plus puissantes ne pourraient pas générer la force nécessaire. Et tout cela devrait être fait secrètement, sans que les Soviétiques ne détectent l'opération, ce qui signifie opérer en plein océan, en pleine vue des navires de surveillance soviétiques qui patrouillent constamment dans le Pacifique. L'opération semble impossible. Mais c'est précisément ce type d'impossible qui fascine un homme en particulier, John Parangosky, directeur adjoint des programmes spéciaux à la CIA, un vétéran de la guerre froide qui a passé sa carrière à transformer l'impossible en réalité. Parangosky est un homme que peu connaissent en dehors des cercles les plus secrets du renseignement américain. Petit, intense, avec des lunettes à monture épaisse et un esprit qui fonctionne comme une machine à calculer stratégique, il a orchestré certaines des opérations les plus audacieuses de la CIA. Tunnel d'écoute sous Berlin, interception de communications satellitaires, récupération de débris de missiles soviétiques. Il voit immédiatement le potentiel du K-129. Ce sous-marin n'est pas qu'une cible de renseignement ordinaire. C'est un trésor technologique. Les missiles nucléaires à bord révéleraient les capacités balistiques soviétiques. Les manuels de cryptographie permettraient de déchiffrer des années de communication. Les torpilles nucléaires exposeraient les conceptions d'ogives. Et surtout, la salle des communications et la salle de chiffrement contiendraient des codes, des procédures, des documents qui ouvriraient une fenêtre directe dans les opérations navales soviétiques. Parangosky convainc le directeur de la CIA, Richard Helms, que l'opération vaut le risque. Helms convainc le président Nixon. En août 1969, 16 mois après le naufrage du K-129, le projet Azorian est officiellement lancé. Budget initial, 350 millions de dollars, qui finira par grimper à 800 millions. Objectif, construire une machine capable de récupérer un sous-marin de 2000 tonnes depuis le fond de l'océan. Contrainte, tout faire en secret sous le nez des Soviétiques. Et pour accomplir cet impossible, Parangosky sait qu'il a besoin de l'homme le plus excentrique, le plus riche et le plus mystérieux d'Amérique. Howard Hughes, en 1969, est une légende vivante devenue reclus. Multimilliardaire, pionnier de l'aviation, producteur de films hollywoodiens, il a passé les 20 dernières années à se retirer progressivement du monde, s'enfermant dans des suites d'hôtels, refusant de voir quiconque, sauf un cercle restreint d'assistants. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs débilitants, de paranoïa, de dépendance aux antidouleurs. Mais son nom conserve un pouvoir magique. Quand Howard Hughes annonce un nouveau projet, le monde écoute. Ces entreprises, Hughes Tool Company et Hughes Aircraft, sont synonymes d'innovation technologique et d'excentricité milliardaire. Et c'est précisément cette réputation que Parangosky compte exploiter. Le plan est audacieux dans sa simplicité. Utilisez Howard Hughes comme couverture. La CIA contactera la Hughes Tool Company, leur proposera de servir de façade pour l'opération. Hughes annoncera publiquement qu'il construit un navire de minage en haute mer, le Hughes Glomar Explorer, pour extraire des nodules de manganèse du fond océanique, une technologie expérimentale que Hughes prétendra vouloir commercialiser. Le monde croira qu'il s'agit d'une autre lubie milliardaire de Hughes. Pendant ce temps, en secret, ce navire sera en réalité une machine de récupération sous-marine, construite spécifiquement pour soulever le K-129. Les ingénieurs de la CIA travailleront sous le couvert d'employés de Hughes. Le financement transitera par des comptes bancaires de la Hughes Corporation. Et si quelqu'un pose des questions, Howard Hughes lui-même, le reclus qui ne parle à personne, ne pourra jamais être interviewé pour confirmer ou dénier quoi que ce soit. Le génie de cette couverture réside dans sa plausibilité. Le minage en haute mer est réellement un domaine émergent. En 1969, des géologues marins ont découvert que les fonds océaniques sont couverts de nodules de manganèse, des concrétions rocheuses contenant des métaux précieux, cuivre, nickel, cobalt, manganèse. Ces nodules pourraient valoir des milliards si on pouvait les extraire économiquement.
Plusieurs entreprises expérimentent déjà avec des technologies de dragage en eau profonde. Howard Hughes, toujours à la recherche de nouveaux empires industriels, investissent dans cette technologie semble parfaitement cohérent avec son profil public. Les médias avalent l'histoire immédiatement. Quand la construction du Hughes Glomar Explorer commence en 1970 au chantier naval Sun Shipbuilding à Chester, Pennsylvanie, les journaux économiques célèbrent l'initiative entrepreneuriale de Hughes. Les magazines scientifiques publient des articles spéculatifs sur l'avenir du minage océanique. Les investisseurs appellent Hughes Tool Company pour demander des participations. Personne ne soupçonne que ce navire, qui coûte 350 millions de dollars à construire, est en réalité un outil de la CIA conçu pour accomplir une mission que même les ingénieurs eux-mêmes ne sont pas certains d'être possible. La conception du Hughes Glomar Explorer est un chef-d'œuvre d'ingénierie secrète. Le navire mesure 619 pieds de long, 116 pieds de large, aussi grand qu'un porte-avions léger. Mais sa caractéristique la plus extraordinaire est invisible de l'extérieur. Une ouverture géante au centre du navire, une piscine lunaire de 199 pieds de long et 74 pieds de large, s'étendant du pont principal jusqu'à la quille. Cette ouverture permet au navire de descendre des équipements directement à travers sa coque dans l'océan en dessous, protégé des regards extérieurs. Au-dessus de cette piscine lunaire, une superstructure massive contient un système de levage capable de manipuler 17 millions de livres. Et suspendu dans cette piscine lunaire, invisible aux satellites soviétiques, se trouve le véritable cœur de l'opération, la griffe. Cette griffe, officiellement appelée appareil de capture, est une structure métallique colossale pesant 2000 tonnes, haute de 210 pieds, avec 8 pétales géants, articulés conçus pour s'ouvrir comme les doigts d'une main mécanique. Chaque pétale contient des sections de capture qui, en théorie, pourraient entourer le K-129, se refermer sous lui et le maintenir suffisamment solidement pour être soulevé de 3 miles sans le briser. Cette griffe sera descendue au bout d'une chaîne de tuyaux, une série de segments de 60 pieds de diamètre qui s'emboîtent les uns dans les autres, créant un tube rigide, s'étendant de la surface jusqu'au fond océanique. Ce tube servira à la fois de structure de support pour la griffe et de conduit pour les câbles électriques, hydrauliques et de communication. Mais construire ces composants n'est que le début du défi. Comment descendre cette griffe de 2000 tonnes à 16 500 pieds sans qu'elle ne se brise sous son propre poids? Comment la positionner avec suffisamment de précision pour entourer un sous-marin qui ne mesure que 330 pieds de long, dans l'obscurité totale, avec des courants qui pourraient déplacer la griffe de plusieurs dizaines de pieds? Comment s'assurer que le K-129, qui a passé 5 ans sur le fond océanique, n'est pas tellement corrodé ou enseveli dans la boue qu'il se désintégrera dès qu'on le touchera? Les ingénieurs de la CIA, travaillant sous le nom de code Projet Jennifer au sein de la division des programmes spéciaux, passent 3 ans à résoudre ces problèmes. Ils développent des systèmes de propulsion dynamique, permettant au navire de maintenir sa position avec une précision de quelques pieds malgré les vagues, les vents et les courants. Ils créent des caméras haute résolution capables de fonctionner dans l'obscurité totale des profondeurs, utilisant des projecteurs si puissants qu'ils peuvent illuminer le fond océanique comme si c'était le crépuscule. Ils conçoivent des systèmes hydrauliques capables de manipuler la griffe avec la délicatesse d'une main humaine malgré la pression écrasante. Et surtout, ils inventent un système de distribution des charges qui répartit le poids du sous-marin à travers toute la structure de la griffe, évitant qu'un seul point ne soit surchargé et ne cède. Pendant ce temps, un autre défi tout aussi critique doit être résolu, localiser précisément l'épave. Les hydrophones Soyuz ont fourni une position approximative, mais l'océan est vaste. Une erreur de quelques miles signifierait des semaines de recherche supplémentaires, augmentant le risque de détection soviétique. En 1970, la CIA lance une mission secrète de reconnaissance utilisant le submersible Halibut, un sous-marin nucléaire américain modifié pour les opérations de renseignement en eau profonde. Le Halibut, commandé par le capitaine James Bradley, passe 3 semaines à ratisser le fond océanique avec un sonar à balayage latéral sophistiqué. Les conditions sont épouvantables. Les courants à cette profondeur sont si forts qu'ils déplacent le Halibut de plusieurs mètres à chaque passage. La visibilité sonar est limitée par les interférences thermiques. L'équipage travaille par quart de 6 heures,
scrutant des écrans sonars dans l'obscurité presque totale de la salle d'analyse, cherchant la forme distinctive d'un sous-marin parmi les formations rocheuses, les canyons sous-marins, les éboulements de sédiments. Après 19 jours de recherche infructueuse, le sonariste-chef Frank Stowers détecte quelque chose d'inhabituel. Une anomalie allongée, environ 330 pieds de long, reposant à un angle de 15 degrés sur une pente sous-marine. Le halibut fait demi-tour, s'approche plus près et confirme. C'est le K-129. Les photographies prises par les caméras du halibut révèlent une scène de dévastation contrôlée. Le K-129 repose sur sa quille, relativement intacte, mais visiblement endommagée. La section avant, contenant le compartiment des torpilles, est partiellement effondrée. La voile, la superstructure verticale contenant les périscopes et les antennes, est intacte. La section des missiles, contenant les 3 tubes de lancement, semble relativement préservée. La section arrière, avec les machines et le réacteur, est la plus endommagée, suggérant que l'explosion initiale s'est produite à l'arrière et a propagé vers l'avant. Plus troublant, les caméras capturent des images de corps, ou plutôt de ce qu'il en reste après 5 ans dans l'eau salée froide à haute pression. Des uniformes, des équipements personnels, des photographies flottant dans les compartiments inondés. Ces images, classifiées pendant des décennies, rappellent aux planificateurs de l'opération qu'ils ne récupèrent pas seulement une machine, mais une tombe. Cette réalisation ajoute une dimension morale complexe à la mission. Est-il éthique de profaner ce lieu de repos pour un avantage de renseignement? Les débats internes à la CIA sont houleux. Certains argumentent que les morts soviétiques méritent la même dignité que les morts américains. D'autres soulignent que, dans le contexte de la guerre froide, où chaque avantage tactique pourrait prévenir une guerre nucléaire, la récupération est non seulement justifiée, mais nécessaire. Finalement, la décision est prise d'aller de l'avant, mais avec un engagement. Si des restes humains sont récupérés, ils seront traités avec respect, et si possible, rendus aux soviétiques après que la valeur de renseignement de l'opération sera épuisée. En juin 1974, 6 ans après le naufrage du K-129, le Hughes Glomar Explorer, appareil de Long Beach, Californie, officiellement pour une mission d'essai de son équipement de minage, à bord 178 hommes. Marins civils qui pensent travailler pour Hughes Tool Company, techniciens de la CIA déguisés en ingénieurs miniers, agents de sécurité, opérateurs de submersibles et une petite équipe de spécialistes du renseignement naval dont la présence est dissimulée dans les registres de l'équipage. Le navire traverse le Pacifique pendant 2 semaines, suivi à distance par un chalutier soviétique de surveillance qui transmet régulièrement la position du Glomar Explorer à Vladivostok. Les soviétiques les sont curieux mais pas alarmés. Après tout, Howard Hughes a annoncé publiquement cette mission de minage. Les médias américains ont couvert le départ du navire. Tout semble transparent. Ce que les soviétiques ne savent pas, c'est que dans les cales du Glomar Explorer, la griffe géante attend d'être déployée et que dans les coffres-forts de la salle de communication, les coordonnées précises du K-129 sont gravées dans la mémoire des ordinateurs de navigation. Le 4 juillet 1974, jour de l'indépendance américaine, le Hughes Glomar Explorer arrive au-dessus du site de l'épave. Le timing est délibéré. Les analystes de la CIA ont prédit que le chalutier soviétique, qui les suit depuis Long Beach, rentrera probablement au port pour permettre à son équipage de célébrer une fête nationale soviétique qui coïncide avec cette période. Leur prédiction s'avère correcte. Le chalutier s'éloigne le 3 juillet au soir, laissant le Glomar Explorer seul sur la zone cible. Les opérations commencent immédiatement. Le système de positionnement dynamique s'active, utilisant des propulseurs à hélice pour maintenir le navire exactement au-dessus des coordonnées GPS du K-129, compensant automatiquement les vagues, les vents et les courants. Dans la piscine lunaire, les portes massives du pont s'ouvrent, révélant l'eau noire de l'océan 60 pieds plus bas. La griffe, suspendue dans la piscine lunaire depuis le départ de Long Beach, est lentement descendue à travers l'ouverture. Les segments de tuyaux sont ajoutés un par un, chaque segment s'emboîtant dans le précédent avec une précision d'1 millimètre. Les caméras et les projecteurs montés sur la griffe s'allument, transmettant des images floues de l'eau qui devient progressivement plus sombre à mesure que la descente continue. À 1000 pieds, la lumière du soleil disparaît complètement. À 5000 pieds, la température de l'eau tombe à 2 degrés Celsius. À 10 000 pieds, la pression atteint 4500 livres par pouce carré. Les ingénieurs surveillent constamment les capteurs de stress sur la griffe
vérifiant que les tolérances structurelles sont respectées. Après 17 heures de descente, la griffe atteint le fond océanique. Les caméras, initialement aveugles dans l'obscurité totale, s'ajustent progressivement à mesure que les projecteurs s'allument. Et là, fantomatique dans les faisceaux de lumière, apparaît le K-129. Le sous-marin repose exactement où les photographies du halibut l'avaient montré 4 ans plus tôt, mais visiblement plus dégradé. Des sections de la coque externe se sont détachées, révélant la structure interne. Les anémones de mer et d'autres organismes marins ont colonisé les surfaces métalliques. La voile s'est légèrement affaissée, mais globalement le sous-marin semble récupérable. Les opérateurs dans la salle de contrôle du Glomar Explorer, regardant les écrans vidéo retransmettant les images depuis 3 miles plus bas, retiennent leur souffle. Pendant les 6 années de préparation, l'équipe a craint que le K-129 soit trop endommagé, trop corrodé, trop enseveli dans la boue pour être soulevé. Maintenant, voyant l'épave de leurs propres yeux, pour ainsi dire, ils réalisent que l'opération pourrait réellement réussir. Le positionnement commence. Utilisant les propulseurs hydrauliques montés sur la griffe, les opérateurs manœuvrent délicatement la structure de 2000 tonnes pour l'aligner avec le K-129. C'est un processus d'une lenteur exaspérante. Chaque commande envoyée depuis la surface prend plusieurs secondes pour atteindre la griffe à travers les câbles de communication. Chaque ajustement doit être microscopique pour éviter de heurter le sous-marin et potentiellement le briser. Après 12 heures de positionnement minutieux, la griffe est enfin centrée au-dessus du K-129, ses 8 pétales ouverts en position de capture. Alors commence la phase la plus délicate de l'opération, la fermeture de la griffe. Les pétales, actionnés par des vérins hydrauliques massifs, commencent à se refermer lentement, chacun pesant plusieurs centaines de tonnes, glissant sous le sous-marin, se positionnant pour créer un berceau de support. Les caméras montrent les pétales s'enfonçant dans la boue, soulevant des nuages de sédiments qui obscurcissent temporairement la vision. Les ingénieurs ajustent constamment la pression hydraulique, s'assurant que les pétales se ferment uniformément, évitant qu'un côté ne se ferme plus vite que l'autre et ne déséquilibre la charge. Après 6 heures, les pétales sont complètement fermés, formant une cage métallique autour du K-129. Les capteurs de charge indiquent que le sous-marin repose maintenant sur la griffe, son poids de 2000 tonnes, répartis à travers les 8 points de support. La phase de levage peut commencer. Les treuils du Glomar Explorer s'activent, tirant sur la chaîne de tuyaux, soulevant la griffe et son précieux cargo du fond océanique. La tension dans la salle de contrôle est palpable. Si un seul composant cède maintenant, si un pétale se brise, si le sous-marin se désintègre, 6 ans de travail et 800 millions de dollars seront perdus. Les premiers mètres de levage sont cruciaux. C'est le moment où les forces sont les plus grandes, où le sous-marin, encore partiellement enseveli dans la boue, pourrait se fracturer si la griffe tire trop fort. Les opérateurs augmentent la force de levage par incréments infimes, surveillant les capteurs qui mesurent la déformation de chaque pétale, écoutant les microphones sous-marins qui capturent les grincements et les craquements du métal sous stress. À 50 pieds au-dessus du fond océanique, la catastrophe frappe. Un des pétales principaux, celui situé à l'avant gauche de la griffe, se fracture. Le bruit est audible même depuis la surface. Un craquement métallique violent qui résonne à travers la structure de la griffe. Les caméras montrent le pétale se tordre, se déformer, puis se briser net, ces 2 sections tombant lentement dans l'obscurité. Le K-129, soudainement déséquilibré, commence à glisser dans la griffe. Les alarmes retentissent dans la salle de contrôle. Les écrans montrent le sous-marin pivotant, sa section arrière glissant vers le bas, menaçant de tomber complètement à travers l'ouverture créée par le pétale brisé. Les opérateurs réagissent instinctivement, augmentant la pression hydraulique sur les pétales restants, essayant de serrer la griffe plus fort pour empêcher le sous-marin de tomber. Pendant 30 secondes terrifiantes, personne ne sait si la griffe tiendra. Les capteurs de stress sur les pétales restants affichent des valeurs qui dépassent les tolérances de conception. Les ingénieurs calculent rapidement les probabilités d'une défaillance en cascade, où la rupture d'un pétale provoque la surcharge des autres, conduisant à un effondrement total. Puis miraculeusement, la glissade s'arrête. Le K-129, bien que dangereusement incliné, reste dans la griffe, maintenu par les 7 pétales restants. La décision doit être prise immédiatement. Abandonner la mission et laisser retomber le sous-marin, ou continuer le levage malgré le risque accru. John Parangoski, surveillant l'opération depuis un centre de commandement secret à Langley, Virginie, via une liaison satellite cryptée,
prend la décision en moins de 2 minutes. Continuez. Le levage reprend, mais maintenant avec une tension insupportable. À chaque centaine de pieds, les ingénieurs s'attendent à ce qu'un autre pétale cède, que le sous-marin glisse davantage, que toute l'opération s'effondre. À 5000 pieds de profondeur, les capteurs montrent que la section arrière du K-129 a glissé encore plus bas dans la griffe. À 8000 pieds, les caméras révèlent que des morceaux de la coque externe du sous-marin se détachent et tombent dans l'abîme. À 12 000 pieds, il devient évident que le K-129 ne montera pas intact. La section arrière, contenant les machines et le réacteur nucléaire, est trop lourde, trop endommagée. Elle glisse progressivement hors de la griffe. À 15 000 pieds, elle se détache complètement et retombe vers le fond océanique, emportant avec elle les équipements de propulsion, le réacteur et une partie des quartiers d'équipage. Ce qui reste dans la griffe, c'est la section avant du K-129, le compartiment des torpilles, une partie du compartiment de commandement et, crucialement, 2 des 3 tubes de missiles. C'est une victoire partielle, mais pas négligeable. La section avant contient encore des renseignements précieux. Codes, documents, équipements de communication, torpilles nucléaires. Le 9 août 1974, après 35 jours d'opération, la griffe émerge finalement dans la piscine lunaire du Hughes Glomar Explorer, portant la section avant fracturée du K-129. Les portes de la piscine lunaire se referment immédiatement, cachant le cargo aux satellites de surveillance. Les équipes de récupération, portant des combinaisons de protection contre la radiation, descendent dans la piscine et commencent l'inspection préliminaire. Ce qu'ils trouvent dépasse leurs attentes les plus sombres et les plus prometteuses. 6 corps de marins soviétiques, remarquablement préservés par l'eau froide et la haute pression, sont découverts dans les compartiments encore scellés. Les manuels de code, bien qu'endommagés par l'eau, sont partiellement lisibles. 2 torpilles nucléaires type 53-58, intactes, révèlent des conceptions d'ogives que les Américains n'avaient jamais vues. Les équipements de guidage des missiles, bien que corrodés, fournissent des insights sur la technologie balistique soviétique. Et dans le coffre-fort du commandant, miraculeusement non inondé grâce à un joint hermétique qui a tenu pendant 6 ans, les analystes trouvent le trésor ultime, un manuel de procédure de communication incluant des codes de chiffrement qui, bien que probablement changés depuis 1968, révèlent les méthodologies soviétiques de cryptographie. Mais la découverte la plus poignante est personnelle. Parmi les effets des marins morts, les équipes trouvent des lettres non envoyées, des photographies de famille, des journaux intimes décrivant la monotonie de la vie sous-marine et le désir ardent de rentrer à la maison. Un jeune matelot, Yuri Nosachev, âgé de seulement 19 ans, avait écrit à sa mère une lettre qu'il comptait poster en arrivant à Petropavlovsk. « Maman, encore 3 semaines et je serai de retour. Je rêve de ton bortsch et de ton pain noir. La mer est si froide ici, si sombre. Parfois j'ai l'impression que nous glissons à travers un monde fantôme. » Cette lettre, trouvée dans la poche de son uniforme détrempé, sera plus tard traduite et circulera parmi l'équipe de récupération, rappelant à chacun que derrière chaque opération de renseignement, il y a des vies humaines, des familles qui pleurent, des mères qui ne sauront jamais ce qui est arrivé à leur fils. John Parangoski, informé de la découverte des corps, prend une décision qui surprend certains de ses collègues. Les marins soviétiques recevront des funérailles militaires complètes, avec honneur, sur le pont du Hughes Glomar Explorer, avant d'être enterrés en mer selon les traditions navales. Cette cérémonie, filmée en secret, montre des officiers américains rendant un salut militaire à leurs ennemis morts, le drapeau soviétique couvrant les cercueils, un aumônier naval lisant des prières en russe. C'est un moment d'humanité extraordinaire. Au milieu de la brutalité de la guerre froide, une reconnaissance que, quelle que soit l'idéologie, les marins partagent un lien qui transcende les frontières politiques. Le Hughes Glomar Explorer rentre à la base navale de Vallejo, Californie, le 18 août 1974, officiellement après une mission de minage réussie. Les médias rapportent que les tests de la technologie de dragage ont été concluants. Howard Hughes, à travers ses porte-paroles, exprime sa satisfaction face aux résultats. Aucun journal ne mentionne le K-129. Aucun satellite soviétique n'a détecté l'opération de récupération. L'Union soviétique continue à chercher son sous-marin perdu, ignorant que les Américains ont déjà récupéré une partie significative de l'épave et l'ont disséqué dans des installations secrètes.
La section avant du K-129 est transportée de nuit vers une installation de la CIA dans le désert du Nevada, où elle sera analysée pendant les 18 mois suivants. Des équipes d'ingénieurs, de linguistes, de cryptographes et d'experts en armement travaillent en rotation, documentant chaque rivet, déchiffrant chaque document, testant chaque composant. Ce qu'ils découvrent transforme la compréhension américaine des capacités navales, soviétiques, et influence directement la conception des sous-marins américains de la génération suivante. Les missiles nucléaires R-21 révèlent des systèmes de guidage plus sophistiqués que les estimations du renseignement américain ne l'avaient prédit. Les soviétiques avaient développé une technologie de correction de trajectoire en vol qui compensait les déviations causées par les vents en haute altitude, augmentant considérablement la précision de frappe. Cette découverte force les planificateurs militaires américains à réévaluer leur doctrine de défense antimissile balistique. Les torpilles nucléaires type 53-58 montrent une conception d'ogive particulièrement compacte, suggérant que les soviétiques avaient fait des avancées significatives dans la miniaturisation des charges nucléaires, une technologie que les Américains croyaient dominer exclusivement. Le manuel de cryptographie, bien que daté de 1967, et donc obsolète pour le déchiffrement des communications actuelles, révèle les principes fondamentaux des méthodes de chiffrement soviétiques, permettant aux analystes de la NSA de développer des approches plus efficaces pour attaquer les codes contemporains. Mais peut-être la découverte la plus précieuse est structurelle. L'analyse métallurgique de la coque du K-129 révèle que les soviétiques utilisaient un alliage d'acier différent de celui des sous-marins américains, optimisé pour des profondeurs opérationnelles plus grandes, mais avec des caractéristiques acoustiques plus bruyantes. Cette information confirme une hypothèse des analystes américains. Les soviétiques privilégiaient la profondeur de plongée sur la discrétion acoustique, une philosophie de conception différente qui influencerait les tactiques anti-sous-marines américaines pendant des décennies. Pendant ce temps, l'Union soviétique continue ses recherches du K-129, maintenant avec une urgence désespérée. La perte d'un sous-marin nucléaire armé est un embarras politique et militaire massif. Les familles des 98 marins disparus exigent des réponses. Les amiraux de la flotte du Pacifique subissent des interrogatoires humiliants. Des rumeurs de sabotage, de mutinerie, de collision avec un sous-marin américain circulent dans les couloirs du Kremlin. En 1975, un an après la récupération américaine, les Soviétiques lancent une nouvelle opération de recherche, cette fois équipée de sonars plus avancés et de submersibles, capables d'atteindre des profondeurs plus importantes. Ils finissent par localiser quelque chose, la section arrière du K-129, celle qui s'est détachée de la griffe pendant le levage américain. Les photographies prises par leur submersible montrent clairement que la section a été coupée, séparée du reste du sous-marin. Les soudures de la coque montrent des marques qui ne correspondent pas à une rupture naturelle. Les analystes soviétiques en tirent la seule conclusion logique. Quelqu'un a récupéré la section avant. Mais qui et comment? La technologie nécessaire pour soulever un sous-marin depuis 16 500 pieds de profondeur dépasse tout ce que les Soviétiques eux-mêmes possèdent. Seuls les Américains pourraient théoriquement accomplir une telle prouesse. Mais comment auraient-ils pu mener une opération si massive sans que les satellites soviétiques ne la détectent? La réponse à cette question commence à émerger en février 1975, quand un événement apparemment sans rapport déclenche une chaîne de révélations. Un groupe de cambrioleurs s'introduit par effraction dans les bureaux de la Summa Corporation à Los Angeles, une des compagnies de Howard Hughes, cherchant des documents financiers à vendre à des concurrents commerciaux. Parmi les milliers de pages de documents volés, certains mentionnent le Hughes Glomar Explorer et font référence cryptique à un projet spécial de récupération. Les cambrioleurs, ne comprenant pas l'importance de ces documents, essaient de les vendre à divers acheteurs potentiels. L'un de ces documents finit entre les mains d'un journaliste du Los Angeles Times, Seymour Hersh, un reporter d'investigation connu pour ses révélations sur les scandales gouvernementaux. Hersh commence à enquêter, contactant des sources dans la marine, dans les milieux du renseignement, dans l'industrie maritime. Il reconstitue progressivement les contours de l'opération. En mars 1975, il a suffisamment d'informations pour publier un article exposant le projet Azorian. Le directeur de la CIA, William Colby, convainc personnellement Hersh et les éditeurs du Los Angeles Times
de retarder la publication, argumentant que révéler l'opération compromettrait des sources humaines et techniques critiques. Hersh accepte un délai de plusieurs semaines, mais la nouvelle fuit quand même. D'abord dans des publications spécialisées en renseignements, puis dans le New York Times et finalement, le 18 mars 1975, l'histoire explose dans les médias grand public. La révélation du projet Azorian crée une tempête politique internationale. L'Union soviétique dénonce l'opération comme un acte de piraterie moderne et une violation flagrante du droit maritime international. Le ministre des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, convoque l'ambassadeur américain à Moscou pour une réprimande officielle. Les médias soviétiques publient des articles indignés sur la profanation d'une tombe de guerre et le vol de propriétés souveraines soviétiques. Mais derrière cette indignation publique, les analystes militaires soviétiques sont secrètement impressionnés et inquiets. Si les Américains possèdent la technologie pour récupérer un sous-marin depuis 3 miles de profondeur, que pourraient-ils faire d'autre? Pourraient-ils placer des dispositifs d'écoute sur les câbles de communication sous-marins? Pourraient-ils récupérer d'autres épaves de sous-marins soviétiques perdus? La paranoïa s'installe dans la marine soviétique. Les procédures de sécurité pour les sous-marins en patrouille sont renforcées. De nouveaux protocoles sont établis pour détruire les documents sensibles en cas d'urgence. Et surtout, les Soviétiques lancent leur propre programme de récupération en eau profonde, déterminé à égaler la capacité américaine. Aux États-Unis, la réaction publique est divisée. Certains célèbrent l'audace et l'ingéniosité de l'opération, la présentant comme un triomphe du renseignement américain. Les magazines publient des articles admiratifs sur l'ingénierie du Hughes Glomar Explorer, avec des diagrammes montrant la griffe géante et le système de levage. Les émissions de télévision invitent des experts militaires pour discuter des implications stratégiques de la récupération. Mais d'autres voix critiquent l'opération. Des éthiciens questionnent la moralité de profaner une tombe de guerre. Des pacifistes argumentent que les 800 millions de dollars auraient pu être mieux utilisés pour des programmes sociaux. Des experts en relations internationales avertissent que l'exposition publique de l'opération a endommagé les efforts de détente entre les superpuissances. Le Congrès convoque des audiences, où des responsables de la CIA témoignent à huis clos sur les détails de l'opération. Ces témoignages révèlent que le projet Azorian n'était qu'une partie d'un programme plus large de récupération sous-marine, incluant des tentatives de récupérer des câbles de communication, des débris de satellites et d'autres matériels sensibles perdus dans les océans. L'impact le plus durable du projet Azorian n'est cependant ni politique ni diplomatique, mais technologique. La construction du Hughes Glomar Explorer et le développement des technologies de récupération en eau profonde ont ouvert une nouvelle frontière pour l'exploration et l'exploitation océanique. Les techniques de positionnement dynamique développées pour maintenir le navire exactement au-dessus de l'épave sont aujourd'hui utilisées par toutes les plateformes de forage pétrolier en haute mer. Les systèmes de manipulation à distance, conçus pour opérer la griffe à 3 miles de profondeur, ont évolué en véhicules sous-marins téléopérés, ROV, maintenant essentiels pour la maintenance des infrastructures sous-marines, la recherche scientifique et même le cinéma. James Cameron a utilisé des descendants directs de cette technologie pour filmer le Titanic. Les matériaux composites développés pour résister aux pressions extrêmes ont trouvé des applications dans l'aérospatiale, la médecine et la construction. Les algorithmes de contrôle hydraulique, créés pour manipuler délicatement des objets massifs dans des environnements hostiles, sont maintenant utilisés dans la robotique chirurgicale et la fabrication de précision. En ce sens, le projet Azorian a été un catalyseur d'innovation qui a transcendé son objectif militaire original. Le Hughes Glomar Explorer lui-même a eu une carrière post-guerre froide intéressante. Après la révélation publique de sa véritable mission, le navire ne pouvait plus servir d'outil de renseignement clandestin. Il a été placé en réserve pendant plusieurs années, amarré dans une base navale de Californie. Dans les années 1990, avec la fin de la guerre froide, il a été vendu à une compagnie de forage pétrolier et converti en plateforme de forage en eau profonde. Ironiquement, le navire conçu sous le prétexte du minage océanique a finalement été utilisé pour l'exploration pétrolière offshore, rendant sa couverture originale rétrospectivement prophétique. En 2015, le navire a été démantelé en Chine. Ses composants métalliques recyclés mettant fin à l'histoire physique d'un des navires les plus extraordinaires jamais construits.
mais des sections ont été préservées. La salle de contrôle principale est maintenant exposée dans un musée maritime en Californie, permettant aux visiteurs de voir les consoles d'où les opérateurs manipulèrent la griffe 3 miles sous leurs pieds. John Parangoski, l'architecte du projet Azorian, a continué sa carrière dans le renseignement pendant encore 15 ans après l'opération, supervisant d'autres programmes classifiés dont les détails restent secrets même aujourd'hui. Il a pris sa retraite en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, et a passé ses dernières années à écrire des mémoires qui ne seront jamais publiées dans leur intégralité, trop remplies de secrets qui restent sensibles. Dans de rares interviews accordées à des historiens autorisés, il a réfléchi sur la nature paradoxale du projet Azorian. Nous avons dépensé 800 millions de dollars et 6 ans pour récupérer un tiers d'un sous-marin. Certains diraient que c'est un échec, mais nous avons appris que nous pouvions faire l'impossible. Nous avons repoussé les frontières de l'ingénierie humaine et nous avons envoyé un message aux Soviétiques. Il n'y a nulle part dans les océans où vous pouvez cacher quelque chose que nous ne pouvons pas trouver et récupérer. La dissuasion dans la guerre froide n'était pas seulement une question d'armes nucléaires. C'était aussi une question de capacité perçue, de faire croire à l'adversaire que vous pouviez faire des choses qu'il pensait impossibles. Il est mort en 2008 à l'âge de 84 ans, emportant avec lui des détails de l'opération qui n'ont jamais été complètement déclassifiés. L'héritage du K-129 et de ses 98 marins reste complexe et chargé d'émotions. En Russie, les familles des disparus ont lutté pendant des décennies pour obtenir des informations complètes sur ce qui est arrivé à leurs proches. Pendant la période soviétique, le gouvernement leur a simplement dit que le sous-marin avait été perdu en mer, sans fournir de détails. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, certains documents ont été déclassifiés, révélant la localisation approximative de l'épave et confirmant qu'il n'y avait aucun survivant. Mais ce n'est qu'en 1992, quand les États-Unis ont partagé certaines informations avec la Russie post-soviétique dans un esprit de coopération, que les familles ont appris que 6 des corps de leurs proches avaient été récupérés et enterrés en mer par les Américains, avec des honneurs militaires. Cette révélation a provoqué des réactions mixtes. Certaines familles étaient reconnaissantes que leurs proches aient reçu des funérailles dignes. D'autres étaient indignées que les corps n'aient pas été rapatriés en Russie. En 1993, le gouvernement américain a remis à la Russie une copie de l'enregistrement vidéo de la cérémonie funéraire, montrant les marins américains rendant hommage aux marins soviétiques. Cette vidéo diffusée à la télévision russe a ému des millions de téléspectateurs et a contribué à humaniser les anciens ennemis de la guerre froide. En 2007, la marine russe a organisé une expédition vers le site de l'épave du K-129, utilisant des submersibles avancés pour documenter l'état de la section arrière qui repose toujours sur le fond océanique. Les images capturées montrent une structure gravement corrodée, colonisée par la vie marine, se désintégrant lentement sous l'action du temps et de l'eau salée. Les biologistes marins participant à l'expédition ont noté que l'épave est devenue un récif artificiel, abritant des espèces de poissons d'eau profonde, des crustacés et des formations coralliennes rares. Cette transformation d'un instrument de guerre en habitat naturel a une qualité poétique qui n'échappe pas aux observateurs. Svetlana Kobzar, veuve du commandant Vladimir Kobzar, a été invitée à visionner les images de l'expédition. Maintenant âgée de 78 ans, elle a regardé en silence les vidéos montrant les restes du sous-marin que son mari commandait, puis a simplement dit « Il aimait la mer ». Au moins, il repose dans l'élément qu'il connaissait le mieux. C'est quelque chose. Le gouvernement russe a déclaré le site du K-129 tombe de guerre protégée, interdisant toute future tentative de récupération ou de dérangement de l'épave. L'histoire du projet Azorian a également eu un impact inattendu sur le journalisme et la liberté de la presse. Le cas a créé ce qui est maintenant connu comme le Glomar Response, une réponse officielle utilisée par les agences gouvernementales quand elles sont confrontées à des demandes d'accès à l'information en vertu du Freedom of Information Act. Quand des journalistes ont demandé des documents spécifiques sur le projet Azorian, la CIA a répondu qu'elle ne pouvait ni confirmer ni nier l'existence de tels documents, car même l'admission de leur existence révélerait des informations classifiées. Cette formulation, maintenant connue sous le nom de Glomar Response, est devenue une tactique standard pour protéger les opérations sensibles tout en respectant nominalement les lois sur la transparence.
Des militants de la liberté de l'information critiquent cette pratique comme une échappatoire qui permet aux agences gouvernementales d'éviter la responsabilité. Des spécialistes de la sécurité nationale argumentent qu'elle est nécessaire pour protéger les méthodes et sources de renseignement. Le débat continue aujourd'hui, chaque fois qu'une agence utilise cette réponse, rappelant l'héritage juridique d'une opération de récupération sous-marine des années 1970. Aujourd'hui, en 2025, 57 ans après le naufrage du K-129, l'histoire du projet Azorian est enseignée dans les académies militaires du monde entier, comme un cas d'étude multidimensionnelle. Les futurs officiers analysent les aspects logistiques, comment planifier et exécuter une opération technologiquement complexe sur plusieurs années. Les étudiants en renseignement examinent l'élaboration de la couverture, comment créer une histoire crédible qui résiste à l'examen public et au contre-espionnage ennemi. Les ingénieurs étudient les innovations techniques, comment résoudre des problèmes d'ingénierie qui n'ont jamais été rencontrés auparavant. Les éthiciens débattent des questions morales. Est-il justifié de profaner une tombe de guerre pour un avantage de renseignement? Les gestionnaires de projets analysent les aspects budgétaires et organisationnels. Comment coordonner des centaines de personnes à travers plusieurs organisations pour accomplir un objectif secret? Et les historiens contextualisent l'opération dans le cadre plus large de la guerre froide. Comment la compétition technologique et le renseignement ont façonné cette période sans que les deux superpuissances ne s'affrontent directement, militairement. Les technologies développées pour le projet Azorian continuent à évoluer. Les véhicules sous-marins autonomes modernes, capables d'opérer à des profondeurs de 20 000 pieds ou plus, sont des descendants directs des systèmes de récupération conçus dans les années 1970. Les compagnies de câbles sous-marins utilisent des techniques dérivées du projet pour réparer les câbles de communication à fibre optique qui transportent 99% des données Internet intercontinentales. Les équipes de recherche océanographique utilisent des méthodes de positionnement dynamique développées pour le Glomar Explorer pour collecter des échantillons géologiques et biologiques des zones les plus profondes des océans. Même l'industrie spatiale a emprunté des concepts. Les systèmes de manipulation à distance, utilisés pour assembler la Station spatiale internationale, ont été inspirés en partie par les défis de manipulation d'objets massifs dans des environnements hostiles résolus pour le projet Azorian. Opération de renseignement militaire conçue pour espionner un ennemi, a fini par bénéficier à l'humanité entière en repoussant les frontières de ce qui est technologiquement possible. L'aspect peut-être le plus fascinant de l'histoire du projet Azorian est ce qu'elle révèle sur la nature de l'innovation dans des contextes de haute pression. Les ingénieurs qui ont conçu le Hughes Glomar Explorer et ses systèmes de récupération n'avaient aucun précédent sur lequel s'appuyer. Personne n'avait jamais tenté quelque chose de similaire. Ils ont dû inventer des solutions à des problèmes qu'ils ne savaient même pas qu'ils rencontreraient. Quand la griffe a commencé à se fracturer pendant le levage, ils ont dû improviser des ajustements en temps réel, prenant des décisions en quelques secondes, qui auraient normalement nécessité des mois d'analyse. Cette capacité à innover sous pression extrême, à résoudre des problèmes sans manuel d'instruction, à faire confiance à l'intuition d'ingénieurs autant qu'aux calculs mathématiques, représente un type particulier de génie humain qui ne peut pas être facilement répliqué ou enseigné. Les universités d'ingénierie utilisent maintenant le projet Azorian comme exemple de ce qu'elles appellent l'innovation contrainte. Quand des limitations extrêmes de temps, de ressources ou de technologie forcent des solutions créatives qui n'auraient jamais émergé dans des conditions normales. Mais, au-delà des aspects techniques, stratégiques et historiques, l'histoire du projet Azorian pose des questions plus profondes sur les priorités humaines et les valeurs en temps de conflit. Les États-Unis ont dépensé 800 millions de dollars, l'équivalent de plus de 5 milliards aujourd'hui, pour récupérer un tiers d'un sous-marin soviétique. Pendant la même période, des millions d'Américains vivaient dans la pauvreté. Les écoles publiques manquaient de financement. Les infrastructures se dégradaient. La guerre du Vietnam déchirait le pays. Était-ce un usage judicieux des ressources nationales? Les défenseurs argumentent que dans le contexte de la guerre froide, où une guerre nucléaire aurait pu annihiler la civilisation, tout avantage de renseignement qui réduisait le risque de conflit justifiait presque n'importe quel coût. Les critiques rétorquent
que cette logique de course aux armements a drainé les ressources des deux superpuissances, appauvrissant leurs citoyens pour des gains stratégiques marginaux. Il n'y a pas de réponse facile à ce débat, mais poser la question force une réflexion sur comment les sociétés établissent des priorités entre la sécurité nationale et le bien-être social, une tension qui reste pertinente aujourd'hui. L'Union soviétique, de son côté, a également tiré des leçons du projet Azorian, bien que différentes de celles des Américains. La capacité démontrée des États-Unis à mener une opération si technologiquement avancée et à la garder secrète pendant si longtemps a convaincu les dirigeants soviétiques qu'ils avaient sous-estimé les capacités techniques américaines. Cela a contribué à une réévaluation de leur propre approche de la technologie navale et du renseignement. Dans les années suivant la révélation du projet, l'Union soviétique a investi massivement dans ses propres programmes de récupération sous-marine, développant des submersibles et des navires spécialisés capables d'opérations similaires. Ils ont également renforcé la sécurité de leurs communications sous-marines, supposant que si les Américains pouvaient récupérer un sous-marin entier, ils pouvaient certainement espionner les câbles de communication. Cette course aux capacités sous-marines a eu des conséquences inattendues. Les technologies développées par les deux camps pour s'espionner mutuellement ont finalement permis une exploration plus approfondie des océans, bénéficiant à la science océanographique mondiale. En 2018, 50 ans après le naufrage du K-129, les marines américaines et russes ont organisé une commémoration conjointe sans précédent. À Norfolk, Virginie, et à Petropavlovsk, au Kamtchatka, les deux nations ont simultanément déposé des couronnes en mémoire de tous les sous-mariniers perdus en mer pendant la guerre froide, incluant explicitement les 98 hommes du K-129. L'amiral John Richardson, chef des opérations navales américaines, a prononcé un discours remarquable dans lequel il a reconnu que, pendant des décennies, nous avons considéré ces hommes comme des adversaires. Ils l'étaient. Mais ils étaient aussi des marins, comme nous, confrontés aux mêmes dangers océaniques, aux mêmes lois impitoyables de la physique, à la même obscurité des profondeurs. Le projet Azorian a révélé nos capacités techniques, mais aussi, je l'espère, notre humanité fondamentale. Nous avons honoré ces hommes dans la mort avec la dignité qu'ils méritaient. Aujourd'hui, nous les honorons à nouveau, non plus comme ennemis, mais comme frères de la mer. Son homologue russe, l'amiral Vladimir Korolev, a répondu en reconnaissant que l'opération américaine, bien que controversée, a été menée avec un respect pour nos morts que nous n'attendions pas. Les enregistrements de leurs funérailles, quand nous les avons vus pour la première fois, ont ému nos familles aux larmes. Dans cet acte de respect, nous avons vu non pas des ennemis, mais des êtres humains honorant d'autres êtres humains. L'épave du K-129, ou du moins la section arrière qui repose toujours à 16 500 pieds de profondeur, continue à se désintégrer lentement. Les biologistes marins estiment qu'elle sera complètement colonisée par la vie marine et méconnaissable comme structure humaine d'ici encore 50 ans. Le métal corrodera jusqu'à ce qu'il se fonde avec le fond océanique, les compartiments s'effondreront complètement, et éventuellement, il ne restera qu'une anomalie géologique, légèrement radioactive, un marqueur subtil qu'un événement humain s'est produit ici. Les missiles nucléaires et les torpilles qui étaient à bord se sont déjà désintégrés, leurs composants dispersés par les courants, leurs matériaux radioactifs dilués dans l'immensité de l'océan jusqu'à devenir indétectables. Dans un siècle, aucune trace physique du K-129 n'existera. Seule l'histoire racontée restera, transmise de génération en génération, un rappel des folies et des héroïsmes de la guerre froide. Pour les familles des 98 hommes perdus, l'histoire du projet Azorian est à la fois une source de douleur et étrangement de réconfort. La douleur vient de la confirmation que leurs proches ont péri dans des circonstances terrifiantes, que leurs corps ont été instrumentalisés dans une opération de renseignement, que même dans la mort, ils n'ont pas pu échapper à la guerre froide. Le réconfort vient de la connaissance que 6 d'entre eux ont reçu des funérailles dignes, que leurs ennemis les ont traités avec respect et que leur sacrifice involontaire a finalement contribué à améliorer la sécurité sous-marine, rendant moins probable que d'autres marins subissent le même sort. Natalia Nosacheva, sœur du jeune matelot Yuri dont la lettre non envoyée a été trouvée dans l'épave, a dit lors d'une interview en 2019 « Pendant 50 ans, je n'ai pas su exactement ce qui était arrivé à mon frère. J'imaginais les pires scénarios. Quand j'ai finalement appris les détails, quand j'ai vu la vidéo de sa cérémonie funéraire, j'ai pleuré pendant des jours.
Mais j'ai aussi ressenti quelque chose d'inattendu, de la gratitude envers ces marins américains qui ont honoré mon frère. Ils ne le connaissaient pas, il était leur ennemi, mais ils l'ont traité comme un frère. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'histoire du projet Azorian nous enseigne plusieurs leçons qui transcendent son contexte historique spécifique. Premièrement, que la technologie, aussi avancée soit-elle, n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, c'est l'ingéniosité humaine, la créativité, la persistance face à l'impossible. Les ingénieurs du projet Azorian ont résolu des problèmes que personne n'avait jamais rencontrés auparavant, inventant des solutions au fur et à mesure, improvisant quand les plans échouaient, persévérant malgré les échecs. Deuxièmement, que même dans les contextes les plus compétitifs et adversariaux, il y a de la place pour l'humanité et le respect. Les funérailles des marins soviétiques par l'équipe américaine n'étaient pas nécessaires d'un point de vue opérationnel. Elles ont été faites parce que c'était la bonne chose à faire. Une reconnaissance que même les ennemis méritent la dignité dans la mort. Troisièmement, que les secrets ne restent pas secrets éternellement. Le projet Azorian, malgré des mesures de sécurité extraordinaires, a été révélé en moins d'1 an après sa conclusion. Cette réalité devrait tempérer la tentation des gouvernements de mener des opérations qui ne pourraient pas résister à l'examen public. Si une opération serait considérée comme moralement inacceptable, une fois révélée, peut-être ne devrait-elle pas être entreprise du tout, quelle que soit sa valeur stratégique temporaire. Quatrièmement, et peut-être le plus important, l'histoire du projet Azorian démontre que les innovations nées de la compétition peuvent finalement bénéficier à toute l'humanité. Les technologies développées pour espionner un ennemi ont permis l'exploration scientifique des océans profonds, la réparation des infrastructures de communication mondiale et même des avancées médicales. C'est un pattern récurrent dans l'histoire humaine. La guerre et la compétition stimulent l'innovation technologique, qui trouve ensuite des applications pacifiques qui améliorent la vie de millions de personnes. Le GPS, Internet, les micro-ondes, le ruban adhésif, les conserves alimentaires, tous sont des sous-produits de recherche militaire. Cette réalité pose une question inconfortable. Sommes-nous capables d'innover aussi rapidement sans la pression de la compétition et du conflit? Ou la nature humaine nécessite-t-elle ces défis existentiels pour mobiliser les ressources et la créativité nécessaires aux percées technologiques? L'amiral Hyman Rickover, le père de la marine nucléaire américaine, a commenté le projet Azorian dans un mémo interne en 1976, peu après la révélation publique. Ces observations, déclassifiées en 2001, offrent une perspective critique fascinante. Nous avons construit le navire le plus avancé du monde pour récupérer un sous-marin obsolète. Nous avons dépensé l'équivalent du coût de construction de 3 sous-marins nucléaires modernes pour obtenir des renseignements dont la valeur stratégique a diminué chaque jour que l'opération a duré. Les Soviétiques ont changé leur code, modifié leur système, amélioré leur conception. En 1974, quand nous avons finalement récupéré le K-129, une grande partie de ce que nous y avons trouvé était déjà périmée. La véritable valeur de l'opération n'était pas le renseignement, mais la démonstration de capacité. Nous avons prouvé que nous pouvions accomplir l'impossible. Et cette démonstration a peut-être plus d'impact dissuasif que n'importe quelle arme nucléaire. Cette analyse suggère que le projet Azorian était autant une opération psychologique qu'une mission de renseignement, un message aux Soviétiques, que les capacités technologiques américaines dépassaient tout ce qu'ils imaginaient. Cette dimension psychologique de l'opération est devenue encore plus claire dans les années qui ont suivi. Des transfuges soviétiques, interrogés par les services de renseignement américains dans les années 1980 et 1990, ont révélé que la révélation du projet Azorian avait provoqué une onde de choc dans les cercles militaires soviétiques. Les amiraux ont remis en question leurs propres hypothèses sur ce qui était technologiquement possible. Les ingénieurs ont été forcés de reconnaître que leur retard sur les Américains était plus important qu'ils ne l'avaient pensé. Et surtout, la paranoïa s'est intensifiée. Si les Américains pouvaient secrètement récupérer un sous-marin entier depuis 3 miles de profondeur, que faisaient-ils d'autre que les Soviétiques ne détectaient pas? Cette incertitude, cette érosion de la confiance dans leur propre capacité de détection, a eu un effet stratégique qui a peut-être justifié le coût massif de l'opération. La guerre froide, après tout, était autant une bataille de perception que de capacité réelle. Faire croire à votre adversaire
que vous étiez plus puissant, plus capable, plus omniscient que vous ne l'étiez réellement. C'était une forme de victoire en soi. John Parsons, l'ingénieur en chef du système de récupération du Glomar Explorer, qui a réfléchi sur l'opération dans ses mémoires, publiées en 2003. Son récit personnel offre une perspective différente, centrée non pas sur la stratégie géopolitique, mais sur les défis humains et techniques quotidiens. Il décrit les tensions au sein de l'équipe d'ingénierie, divisée entre ceux qui voulaient optimiser pour la sécurité, quitte à sacrifier les chances de succès, et ceux qui voulaient prendre plus de risques pour maximiser la récupération. Il raconte les nuits blanches passées à recalculer les tolérances structurelles après que le premier pétale de la griffe s'est brisé, essayant de déterminer si continuer le levage était prudent ou suicidaire. Il partage les moments de doute, quand il a secrètement pensé que toute l'opération était vouée à l'échec, que la technologie n'était simplement pas assez avancée, que la nature ne permettrait pas aux humains d'accomplir ce qu'ils essayèrent de faire. Et il décrit le moment de triomphe, quand la griffe a finalement émergé dans la piscine lunaire avec la section avant du K-129 et que toute l'équipe a réalisé qu'ils avaient fait quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Dans ce moment, écrit-il, nous n'étions pas des Américains récupérant un sous-marin soviétique. Nous étions des humains ayant repoussé les limites du possible. C'est ce sentiment, plus que n'importe quelle médaille ou reconnaissance, qui reste avec moi 50 ans plus tard. Cette dimension humaine, le sentiment d'accomplissement, de dépassement des limites, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, est peut-être l'aspect le plus universel de l'histoire du projet Azorian. Les hommes et les femmes qui ont participé à l'opération ne travaillaient pas seulement pour un salaire ou par patriotisme. Ils étaient motivés par quelque chose de plus profond. Le désir de prouver que l'impossible n'est qu'une limite temporaire, que l'ingéniosité humaine peut surmonter les obstacles les plus intimidants. Cette motivation transcende les idéologies politiques, les nationalités, les époques historiques. C'est la même force qui a poussé les explorateurs à traverser des océans inconnus, les scientifiques à diviser l'atome, les astronautes à marcher sur la Lune. Le projet Azorian s'inscrit dans cette longue tradition d'exploration et de découverte, même si son contexte était militaire et secret plutôt que scientifique et public. Les océans, ces vastes étendues qui couvrent 71% de la surface de notre planète, restent largement inexplorés. Nous avons cartographié Mars avec plus de détails que nos propres fonds marins. Les profondeurs au-delà de 6000 pieds, représentant la majorité du volume océanique, sont pratiquement inconnues. Le projet Azorian a été une des premières incursions humaines sérieuses dans ces profondeurs extrêmes, motivée non par la curiosité scientifique, mais par la compétition militaire. Pourtant, les outils développés pour cette mission ont ouvert la porte à une nouvelle ère d'exploration océanique. Dans les décennies depuis, des scientifiques ont découvert des écosystèmes entiers dans les profondeurs océaniques, des forêts de coraux en eau froide, des cheminées hydrothermales grouillant de vie bizarre, des espèces inconnues de calmars géants, des formations géologiques qui révèlent l'histoire de la Terre. Aucune de ces découvertes n'aurait été possible sans les technologies de submersibles et de manipulation à distance, développées pour des opérations comme le projet Azorian. C'est un rappel que le progrès scientifique et l'innovation technologique ne suivent pas toujours des chemins linéaires ou prévisibles. Parfois, les plus grandes avancées viennent de sources inattendues, motivées par des objectifs qui n'ont rien à voir avec leurs applications ultimes. En 2020, une équipe internationale de chercheurs en éthique maritime a publié une étude analysant les implications morales du projet Azorian du point de vue du droit maritime moderne. Leur conclusion est nuancée. D'un côté, ils reconnaissent que l'épave du K-129, étant un navire militaire coulé, restait techniquement la propriété souveraine de l'Union soviétique et que sa récupération sans permission constituait une violation du droit international. D'un autre côté, ils notent que le droit maritime de 1968 était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui et que les règles concernant les épaves en eau internationale étaient ambiguës. De plus, ils soulignent que les États-Unis ont traité les restes humains récupérés avec dignité, ce qui contraste favorablement avec de nombreux cas historiques de profanation de tombes de guerre. Leur verdict final, le projet Azorian opérait dans une zone grise légale et morale. Jugé selon les standards contemporains, il serait probablement considéré comme légalement problématique,
mais pas moralement indéfendable, étant donné le contexte de la guerre froide et le traitement respectueux des morts. Cette analyse académique aide à contextualiser l'opération au-delà des jugements simplistes de bien ou mal, reconnaissant la complexité des décisions prises dans des contextes de sécurité nationale extrêmes. L'impact culturel du projet Azorian s'est manifesté de manières inattendues. L'opération a inspiré des dizaines de films, de romans et de séries télévisées, explorant des thèmes similaires de récupération secrète, d'ingénierie audacieuse et d'espionnage de la guerre froide. Le film The Abyss de James Cameron, bien que fictif et se concentrant sur le contact extraterrestre, a été directement influencé par les aspects techniques du projet Azorian. Cameron a consulté plusieurs des ingénieurs originaux lors de la pré-production. Des romans de Tom Clancy ont incorporé des éléments de l'opération. Des documentaires ont reconstitué l'histoire avec des animations CGI impressionnantes. Cette présence dans la culture populaire a transformé le projet Azorian d'un événement historique secret en un mythe moderne. Une histoire qui capture l'imagination parce qu'elle combine des éléments que les humains trouvent intrinsèquement fascinants. Le mystère, la technologie, l'espionnage, l'héroïsme et la mer profonde avec tous ces dangers inconnus. Pour les ingénieurs et les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur les frontières de l'exploration océanique, le projet Azorian représente à la fois une inspiration et un avertissement. L'inspiration vient de la démonstration qu'avec suffisamment de créativité, de ressources et de détermination, même les défis les plus intimidants peuvent être surmontés. L'avertissement vient de la reconnaissance que l'océan demeure un environnement fondamentalement hostile, imprévisible et dangereux. Malgré toute notre technologie, nous opérons dans les profondeurs océaniques comme des visiteurs temporaires, vulnérables aux forces naturelles qui peuvent écraser nos machines et frustrer nos plans. Le bris de la griffe du Glomar, exploré, un composant conçu avec les meilleurs matériaux et les calculs les plus sophistiqués de l'époque, rappelle que la nature impose des limites, que même notre meilleure ingénierie ne peut pas toujours surmonter. Cette humilité face aux forces naturelles est une leçon que chaque génération d'explorateurs et d'ingénieurs doit réapprendre. En 2024, un projet ambitieux a été lancé pour créer une reconstitution virtuelle complète du projet Azorian, utilisant la technologie VR pour permettre aux utilisateurs de participer à l'opération. Cette reconstitution, développée par une collaboration entre des musées maritimes, des universités d'ingénierie et d'anciens participants au projet, offre une expérience immersive où les utilisateurs peuvent naviguer dans le Glomar Explorer, opérer virtuellement les contrôles de la griffe et observer la récupération du K-129 depuis plusieurs perspectives. Le projet a deux objectifs: préserver l'histoire de l'opération d'une manière engageante pour les nouvelles générations et servir d'outil éducatif pour enseigner les principes d'ingénierie océanique. Les premiers retours sont enthousiastes. Des étudiants en ingénierie rapportent que l'expérience VR leur donne une compréhension viscérale des défis techniques que les diagrammes et les conférences ne peuvent pas transmettre. Des historiens notent que l'immersion aide à contextualiser la guerre froide d'une manière que les livres d'histoire peinent à accomplir. Et les quelques vétérans survivants du projet qui ont testé la reconstitution ont été émus de revivre une expérience qui a défini leurs carrières et leur vie. Viktor Suvorov, un ancien officier du renseignement soviétique qui a fait défection en 1978, a partagé dans ses mémoires une perspective fascinante sur la réaction soviétique interne au projet Azorian. Selon lui, la révélation de l'opération a déclenché une purge brutale dans les rangs de la marine soviétique. Des amiraux ont été limogés pour avoir permis que le K-129 soit récupéré par les Américains, même si objectivement, ils n'auraient rien pu faire pour l'empêcher, puisqu'ils ne savaient même pas où se trouvait l'épave. Des officiers de renseignement ont été interrogés pour déterminer pourquoi ils n'avaient pas détecté la véritable nature du Glomar Explorer. Des ingénieurs ont été forcés de développer des contre-mesures, des dispositifs autodestruction pour les futurs sous-marins, des systèmes de chiffrement plus robustes, des procédures pour s'assurer qu'un sous-marin perdu ne pourrait pas révéler ses secrets même s'il était récupéré. Cette réaction, disproportionnée et brutale, était typique du système soviétique où les échecs devaient être punis même quand ils étaient inévitables.
Suvorov suggère que l'impact psychologique du projet Azorian sur le moral de la marine soviétique a été plus dommageable que la perte réelle de renseignements, créant une culture de peur et de méfiance qui a sapé l'efficacité opérationnelle pendant des années. L'histoire des 6 marins soviétiques récupérés mérite une attention particulière, car elle révèle quelque chose d'important sur la nature humaine en temps de conflit. Les équipes américaines qui ont manipulé les corps auraient pu les traiter comme de simples objets, des sources potentielles d'identification et de renseignements médico-légaux. Au lieu de cela, selon les témoignages de plusieurs participants, les corps ont été traités avec une révérence presque religieuse. Les marins américains ont nettoyé les uniformes, redressé les insignes, disposé les corps avec dignité. Le aumônier naval qui a présidé la cérémonie funéraire a appris phonétiquement des prières russes orthodoxes pour honorer la foi probable des défunts. Le drapeau soviétique qui a couvert les cercueils a été obtenu spécifiquement pour cette occasion, acheté discrètement dans un magasin de drapeaux internationaux à San Francisco. Ces détails, insignifiants d'un point de vue opérationnel, révèlent que même dans le contexte d'une opération d'espionnage cynique, il y avait des individus qui insistaient pour maintenir des standards d'humanité. Ces hommes, dont les noms ne seront jamais connus publiquement, méritent d'être reconnus comme les véritables héros moraux de l'histoire, ceux qui ont refusé de laisser la guerre déshumaniser complètement leur action. Le coût financier du projet Azorian, 800 millions de dollars en 1974, équivalent à environ 5 milliards aujourd'hui, mérite une analyse plus approfondie. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'était plus que le budget annuel de la NASA à l'époque. C'était suffisant pour construire et opérer 5 porte-avions nucléaires modernes. C'était l'équivalent du PIB de plusieurs petites nations. Pour une seule opération de renseignement dont le résultat était incertain. C'était un pari extraordinaire. Les critiques ont argumenté que ces ressources auraient pu financer des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Les défenseurs ont rétorqué que, dans le contexte de la guerre froide, où un conflit nucléaire aurait pu détruire la civilisation, tout investissement qui améliorait le renseignement et réduisait l'incertitude stratégique valait presque n'importe quel prix. Cette tension entre les investissements de sécurité nationale et les besoins sociaux domestiques n'est pas unique à cette époque, c'est un débat récurrent dans toute démocratie qui doit allouer des ressources limitées entre des priorités concurrentes. Le projet Azorian représente un cas extrême de ce dilemme, où le coût était si élevé et la valeur si difficile à quantifier que le débat continue encore aujourd'hui. En fin de compte, était-ce que le projet Azorian en valait la peine? La réponse dépend entièrement de ce que l'on mesure. Si l'on mesure uniquement la valeur de renseignement immédiate, les codes, les conceptions de missiles, les documents récupérés, la réponse est probablement non. La plupart de ces informations étaient obsolètes ou pouvaient être obtenues par d'autres moyens moins coûteux. Si l'on mesure la démonstration de capacités technologiques et son impact dissuasif, la réponse est peut-être oui. Les Soviétiques ont été forcés de reconnaître que les Américains possédaient des capacités qu'ils avaient sous-estimées, ce qui a influencé leurs calculs stratégiques. Si l'on mesure les innovations technologiques et leurs applications ultérieures, la réponse est certainement oui. Les technologies développées ont bénéficié à l'exploration océanique, aux communications mondiales et à de nombreuses autres applications civiles. Si l'on mesure les leçons apprises sur l'ingénierie, la gestion de projets et l'exécution d'opérations complexes, la réponse est oui. Le projet Azorian reste un cas d'étude inestimable enseigné dans les universités du monde entier. Et si l'on mesure la dimension humaine, le respect montré aux marins ennemis, l'humanité maintenue même dans un contexte d'espionnage, la réponse est un oui retentissant. L'océan garde toujours ses secrets, mais parfois, avec suffisamment d'ingéniosité, de ressources et de détermination, les humains peuvent arracher quelques réponses des profondeurs. Le 11 avril 1968, 98 hommes soviétiques sont morts dans les eaux glacées du Pacifique, victimes d'une défaillance mécanique, de la guerre froide et des dangers implacables de la mer. 6 ans plus tard, une équipe d'Américains a risqué des fortunes et des réputations pour récupérer leurs sous-marins, non par malveillance mais par nécessité stratégique, et dans le processus, a démontré à la fois le pire et le meilleur de la nature humaine, notre compétitivité impitoyable et notre capacité à honorer même nos ennemis. C'est l'héritage du projet Azorian,
Une opération si audacieuse qu'elle en devient mythique, si technologiquement avancée qu'elle repousse les frontières du possible, si moralement complexe qu'elle résiste au jugement simpliste, et si profondément humaine qu'elle révèle des vérités sur qui nous sommes quand nous sommes confrontés à l'impossible. Les profondeurs océaniques restent largement inexplorées, mais grâce à ceux qui ont osé descendre à 3 miles sous la surface pour récupérer un ennemi tombé, nous comprenons un peu mieux ce que signifie être humain dans un monde de conflits et de merveilles. Et quelque part, à 16 500 pieds, sous la surface du Pacifique, la section arrière du K-129 repose toujours, lentement consumée par le temps et l'océan, un monument silencieux aux hommes qui sont morts, aux ingénieurs qui ont osé l'impossible, et aux leçons que nous continuons d'apprendre des profondeurs. Aujourd'hui, en 2025, alors que de nouvelles puissances émergent, et que les océans redeviennent des théâtres de compétition géopolitique, l'histoire du projet Azorian résonne avec une pertinence troublante. La Chine développe ses propres capacités de récupération en eau profonde, construisant des submersibles capables d'atteindre les fosses les plus profondes de l'océan. La Russie modernise sa flotte de véhicules sous-marins spécialisés, dont certains sont spécifiquement conçus pour opérer sur les câbles de communication sous-marins qui transportent 99% du trafic Internet mondial. Les États-Unis investissent massivement dans des drones sous-marins autonomes, capables de patrouiller les fonds océaniques pendant des mois sans intervention humaine. Cette nouvelle course aux capacités sous-marines rappelle étrangement les années 1960 et 1970, avec une différence cruciale. La technologie a progressé au point où ce qui a pris 6 ans et 800 millions de dollars en 1974 pourrait maintenant être accompli en quelques mois pour une fraction du coût. Cette démocratisation de la technologie sous-marine avancée signifie que l'océan profond n'est plus le domaine exclusif des superpuissances, mais devient accessible à des nations de taille moyenne et potentiellement même à des acteurs non étatiques. Les implications de cette évolution sont profondes et troublantes. Si la récupération du K-129 était technologiquement extraordinaire en 1974, aujourd'hui, des dizaines de nations possèdent théoriquement les moyens d'entreprendre des opérations similaires. Les épaves de sous-marins nucléaires perdus pendant la guerre froide, et il y en a au moins une douzaine répertoriées, américains et soviétiques, deviennent des cibles potentielles pour quiconque possède les ressources nécessaires. Plus inquiétante encore, les infrastructures sous-marines critiques, les câbles de communication, les pipelines de gaz naturel, les installations de forage en eau profonde, sont maintenant vulnérables à des sabotages ou des espionnages qui auraient été impossibles il y a 50 ans. Le projet Azorian a ouvert une boîte de Pandore technologique dont nous commençons seulement à comprendre les implications complètes. Les océans, longtemps considérés comme des barrières naturelles protégeant les nations, sont devenus des espaces contestés où la souveraineté est difficile à établir et encore plus difficile à défendre. En 2022, un incident mystérieux a rappelé ces vulnérabilités de manière dramatique. Plusieurs câbles de communication sous-marins dans la mer du Nord ont été simultanément endommagés, coupant les connexions Internet entre plusieurs pays européens. Les enquêtes ont révélé que les dommages ne correspondaient pas à des causes naturelles, ni ancre de navires traînantes, ni glissement de terrain sous-marin. Les coupures étaient trop précises, trop coordonnées. Les autorités ont suspecté un sabotage délibéré, possiblement par un sous-marin ou un véhicule sous-marin téléopéré. Mais identifier le coupable s'est avéré impossible. Les eaux internationales ne relèvent d'aucune juridiction spécifique. Aucun satellite ne peut voir à travers des kilomètres d'eau. Les submersibles ne laissent pas de traces. L'incident a mis en lumière une réalité inconfortable. Les technologies développées pour le projet Azorian et ses successeurs ont créé un domaine opérationnel où les actions hostiles peuvent être menées avec une quasi-impunité, sans attribution claire, sans possibilité de représailles proportionnées. C'est une nouvelle forme de guerre grise menée dans les profondeurs océaniques, invisible et déniable, mais potentiellement dévastatrice pour les économies modernes, dépendantes des communications numériques. Les stratèges militaires appellent maintenant cela la zone de guerre des profondeurs, un espace de conflit potentiel qui existe sous la surface des océans, en dessous de la portée des satellites, au-delà de la surveillance des navires de surface, dans un environnement où les règles traditionnelles du conflit armé ne s'appliquent pas clairement.
Le projet Azorian fut une des premières incursions majeures dans cette zone de guerre, mais il était motivé par une opportunité spécifique, récupérer un sous-marin déjà coulé. Les capacités modernes permettent des opérations bien plus agressives. L'installation de dispositifs d'écoute sur des câbles de communication, le placement de charges explosives préposées sur des infrastructures critiques, la cartographie détaillée des fonds marins pour identifier des routes d'évasion ou des cachettes pour sous-marins. Toutes ces activités peuvent être menées en temps de paix, créant des capacités latentes qui pourraient être activées en cas de conflit. C'est une forme de préparation au champ de bataille qui se déroule continuellement, silencieusement dans les profondeurs, sans que le public en soit conscient. Dr Sarah Chen, professeur de stratégie maritime à l'Académie navale américaine, a publié en 2023 une étude influente intitulée « L'héritage d'Azorian », comment une opération de récupération a transformé la guerre sous-marine. Son analyse est sobre et inquiétante. Elle argumente que le projet Azorian a établi un précédent technologique et normatif qui guide encore les opérations sous-marines aujourd'hui. Technologiquement, il a démontré que les profondeurs océaniques ne sont pas un refuge inviolable, que ce qui coule peut être récupéré, que ce qui est caché peut être trouvé. Normativement, il a établi que les eaux internationales sont des espaces où les États peuvent opérer avec une impunité relative, tant qu'ils maintiennent un déni plausible. Cette combinaison, selon Chen, a créé un environnement où la compétition sous-marine s'intensifie constamment, mais reste largement invisible au public et même à la plupart des décideurs politiques. « Nous rejouons la guerre froide », écrit-elle, mais cette fois dans les profondeurs et avec des technologies si avancées que même les experts peinent à comprendre ce qui est possible. Le projet Azorian nous a montré la voie, et maintenant nous suivons ce chemin vers des profondeurs toujours plus sombres, littéralement et métaphoriquement. Les leçons du projet Azorian sur le maintien du secret sont également pertinentes aujourd'hui, bien que d'une manière que les planificateurs originaux n'auraient jamais pu anticiper. L'opération a été maintenue secrète pendant presque 1 an après sa conclusion, un exploit remarquable, étant donné l'ampleur de l'entreprise. Des centaines de personnes connaissaient des aspects de l'opération, pourtant aucune n'a divulgué prématurément. Ce succès de sécurité opérationnelle était dû à plusieurs facteurs. La compartimentalisation stricte de l'information, où chaque personne ne connaissait que sa partie spécifique du projet, les enquêtes de sécurité approfondies sur tous les participants, et surtout, un sens de mission partagée et de responsabilité patriotique qui motivait le silence. Aujourd'hui, à l'ère des lanceurs d'alerte, des réseaux sociaux et de la culture de transparence, maintenir une telle opération secrète serait infiniment plus difficile, peut-être impossible. Edward Snowden, Chelsea Manning et d'autres ont démontré que même les systèmes de sécurité les plus sophistiqués peuvent être compromis par des individus motivés. Cette réalité force les agences de renseignement à repenser comment elles mènent des opérations sensibles, sachant que le secret absolu n'est probablement plus réalisable. Paradoxalement, cette difficulté accrue à maintenir les secrets pourrait avoir un effet bénéfique sur la conduite des opérations de renseignement. Si les agences savent que leurs actions seront probablement révélées publiquement, elles peuvent être plus prudentes dans le choix des opérations à entreprendre, privilégiant celles qui peuvent résister à l'examen public et rejetant celles qui seraient moralement ou légalement indéfendables une fois exposées. Le projet Azorian, malgré les controverses, a généralement bien résisté à l'examen public, précisément parce que ses architectes avaient pris des décisions comme honorer les morts ennemis qui, une fois révélés, ont aidé à justifier moralement l'opération. Cette anticipation de la révélation pourrait servir de mécanisme de régulation interne, forçant les agences à intégrer des considérations éthiques dès la phase de planification plutôt qu'après coup. C'est un effet secondaire imprévu de la culture de transparence moderne. Elle pourrait, paradoxalement, conduire à des opérations de renseignement plus éthiques, pas parce que les agences sont devenues plus morales, mais parce qu'elles sont devenues plus prudentes. Les familles des marins du K-129 continuent, même aujourd'hui, à chercher des clôtures et des réponses. En 2023, un groupe de descendants, fils, filles, petits-enfants des 98 hommes perdus, a formé une association pour préserver la mémoire de leurs proches et faire pression pour une commémoration officielle plus substantielle. Leur requête principale est que la Russie et les États-Unis collaborent pour placer un marqueur commémoratif
permanents sur le site de l'épave, similaires aux plaques commémoratives placées sur d'autres sites de catastrophes maritimes. Cette demande soulève des questions diplomatiques complexes. Le site se trouve en eau internationale, donc aucune nation n'a d'autorité juridictionnelle claire. Les États-Unis sont réticents à s'engager dans des actions qui pourraient impliquer une admission officielle de leur rôle dans la récupération partielle de l'épave. La Russie hésite à attirer l'attention internationale sur une catastrophe qui reste un embarras historique. Pourtant, les familles persistent, argumentant que leurs proches méritent d'être commémorés indépendamment des complications politiques. Leur campagne a reçu le soutien d'associations de sous-mariniers des deux nations, suggérant qu'il existe une fraternité des profondeurs qui transcende les divisions nationales. Maria Kobzar, petite fille du commandant Vladimir Kobzar, est devenue la porte-parole la plus visible de ce mouvement commémoratif. Née en 1995, longtemps après la mort de son grand-père, elle n'a jamais connu personnellement l'homme dont elle porte le nom. Mais elle a grandi en écoutant sa grand-mère raconter des histoires sur lui, son dévouement à la marine, son professionnalisme méticuleux, son amour pour sa famille, malgré les longues absences imposées par le service sous-marin. « Mon grand-père n'a pas choisi de devenir partie d'une opération de renseignement », dit-elle lors d'une interview en 2024. Il faisait simplement son travail, servait son pays, comme des millions d'autres marins. Sa mort ne devrait pas être définie uniquement par ce qui s'est passé après. La récupération, l'espionnage, la politique. Il était un homme, un père, un mari. C'est la mémoire que nous voulons honorer. Son plaidoyer a touché une corde sensible. Non seulement en Russie, mais aussi aux États-Unis, où des associations de vétérans ont exprimé leur soutien. Cette convergence d'intérêts humains, à travers les anciennes lignes ennemies, suggère qu'il existe un espace pour la réconciliation historique, même autour d'événements aussi chargés politiquement que le projet Azorian. En 2024, une proposition audacieuse a émergé d'un consortium d'organisations océanographiques et historiques. Créer une expédition scientifique conjointe russo-américaine vers le site du K-129, non pour récupérer quoi que ce soit de plus, mais pour documenter l'état actuel de l'épave et installer un marqueur commémoratif si les deux gouvernements l'approuvent. Cette proposition, bien que non officiellement endossée par les gouvernements, a reçu un soutien préliminaire encourageant de la part d'institutions académiques et de figures publiques des deux nations. L'expédition utiliserait les technologies les plus avancées, submersibles de 4e génération, système de cartographie 3D haute résolution, échantillonnage biologique pour étudier la colonisation de l'épave par la vie marine. Les données collectées seraient partagées publiquement, contribuant à la science océanographique tout en honorant la mémoire des disparus. Le marqueur commémoratif proposé serait simple. Une plaque de titane ancrée au fond marin près de l'épave, gravée avec les noms des 88 hommes et un message dans les deux langues, en mémoire de ceux qui ont servi dans les profondeurs. Que leur sacrifice nous rappelle notre humanité commune. Cette proposition d'expédition commémorative soulève des questions fascinantes sur la façon dont nous gérons l'héritage des conflits passés. Le K-129 n'est pas seulement une épave, c'est un site historique, une tombe de guerre, un lieu de mémoire collective et potentiellement encore une source de renseignements sensibles. Équilibrer ces différentes significations nécessite une diplomatie délicate et une sensibilité aux multiples parties prenantes. Les familles des disparus, les gouvernements russes et américains, les historiens, les scientifiques, la communauté internationale. Le précédent du projet Azorian complique ces négociations, car les États-Unis ont déjà perturbé le site une fois. Toute future intervention, même bien intentionnée, sera scrutée pour s'assurer qu'elle ne sert pas de prétexte pour une collecte de renseignements additionnels. La méfiance historique persiste, malgré les décennies écoulées. Pourtant, l'initiative représente aussi une opportunité de transformation, de prendre un site de conflit de la guerre froide et le reconceptualiser comme un lieu de réconciliation et d'apprentissage partagé. Si elle réussit, elle pourrait servir de modèle pour gérer d'autres sites historiques, sensibles dispersés à travers les océans du monde. Les technologies sous-marines continuent d'évoluer à un rythme qui aurait stupéfié les ingénieurs du projet Azorian. Les véhicules sous-marins autonomes, AUVs modernes, peuvent opérer pendant des mois sans intervention humaine, naviguant de manière indépendante, évitant les obstacles, effectuant des tâches complexes.
Les systèmes de manipulation robotique ont atteint une dextérité qui rivalise avec les mains humaines. Les matériaux composites avancés permettent la construction de structures qui peuvent résister à des pressions que l'acier conventionnel ne pourrait jamais supporter. Les sources d'énergie, batteries lithium-ion avancées, piles à combustible, même petits réacteurs nucléaires compacts, permettent des opérations prolongées en eau profonde. Et surtout, l'intelligence artificielle commence à jouer un rôle croissant, avec des algorithmes capables d'analyser des données sonars en temps réel, d'identifier des objets d'intérêt, de planifier des trajectoires optimales. Cette convergence technologique signifie que ce qui a nécessité le Hughes Glomar, explorer un navire géant avec un équipage de 178 personnes, pourrait maintenant être accompli par un essaim de petits véhicules autonomes, opérant de manière coordonnée, peut-être même sans qu'un navire de surface soit présent sur le site. Cette miniaturisation et autonomisation de la technologie sous-marine a des implications stratégiques profondes. Elle démocratise les capacités qui étaient autrefois réservées aux superpuissances. Une nation de taille moyenne, ou même une organisation bien financée, pourrait maintenant entreprendre des opérations en eau profonde qui auraient été impossibles il y a quelques décennies. Cette prolifération crée de nouveaux risques. Des groupes terroristes pourraient théoriquement utiliser des véhicules sous-marins autonomes pour attaquer des infrastructures sous-marines critiques. Des corporations multinationales pourraient mener de l'espionnage industriel sous-marin, récupérant des technologies propriétaires des fonds océaniques. Des nations pourraient installer des réseaux de capteurs sur les fonds marins pour surveiller les mouvements des sous-marins ennemis, créant une transparence océanique qui rendrait la dissuasion nucléaire basée sur les sous-marins obsolètes. Toutes ces possibilités émergent directement de la trajectoire technologique initiée par des projets comme Azorian. Les architectes de ces systèmes, comme les créateurs de nombreuses technologies révolutionnaires, n'avaient probablement pas anticipé toutes les utilisations futures de leurs innovations, certaines bénéfiques, d'autres troublantes. Le débat sur la régulation des activités sous-marines en eau internationale s'intensifie en conséquence. Les Nations Unies ont établi la Convention sur le droit de la mer, UNCLOS, qui régit certains aspects de l'utilisation des océans, mais elle a été rédigée à une époque où les capacités sous-marines avancées étaient limitées à quelques nations. Les règles concernant la récupération d'épaves, l'installation d'équipements sur les fonds marins et les opérations des véhicules sous-marins autonomes sont soit ambiguës, soit inexistantes. Des propositions ont été avancées pour une nouvelle convention internationale spécifiquement dédiée aux activités en eau profonde, établissant des zones interdites autour des infrastructures critiques, des protocoles de transparence pour les opérations sous-marines et des mécanismes de résolution des disputes. Mais le progrès est lent, entravé par les mêmes tensions géopolitiques qui ont alimenté la guerre froide. Les nations dotées de capacités sous-marines avancées sont réticentes à accepter des limitations qui pourraient réduire leurs avantages stratégiques. Les nations sans ces capacités demandent des règles qui préviendraient une course aux armements sous-marins. Le projet Azorian plane sur ces négociations comme un précédent ambigu, un exemple de ce qui est technologiquement possible, mais aussi de l'absence de conséquences légales pour avoir opéré dans une zone grise normative. L'impact psychologique du projet Azorian sur les communautés sous-marinières mérite également réflexion. Les sous-mariniers, qu'ils soient américains, russes, chinois ou de toute autre nation, partagent une fraternité unique née des dangers communs qu'ils affrontent. Ils savent tous que l'océan ne fait pas de distinction entre les nationalités, qu'une défaillance catastrophique est toujours à une erreur de distance, que leur famille pourrait un jour attendre sur un quai pour un navire qui ne reviendra jamais. Cette conscience partagée de la mortalité crée des liens qui transcendent parfois les idéologies nationales. Les témoignages de sous-mariniers américains qui ont participé au projet Azorian révèlent souvent une ambivalence profonde. Ils étaient fiers de leur accomplissement technique, mais troublés par la récupération des corps de leurs homologues ennemis. Plusieurs ont décrit des rêves récurrents, où ils se voyaient à la place des marins soviétiques, piégés dans un sous-marin condamné, coulant dans l'obscurité. Cette empathie involontaire suggère que même dans les contextes les plus adversariaux, les humains luttent pour maintenir les barrières psychologiques nécessaires pour déshumaniser complètement l'ennemi. Un sous-marinier américain retraité, qui a demandé l'anonymat, a partagé lors d'une interview en 2019 une réflexion poignante sur son expérience avec le projet Azorian.
Quand nous avons remonté cette section du K-129, quand j'ai vu les corps de ces marins soviétiques, j'ai réalisé quelque chose que j'avais intellectuellement su, mais jamais vraiment ressenti viscéralement. Ils étaient exactement comme nous. Ils portaient des uniformes différents, parlaient une langue différente, servaient un système politique différent. Mais dans les profondeurs, rien de tout cela n'importe. Nous affrontons tous la même obscurité, la même pression, le même danger. Un joint qui cède, une valve qui fuit, un réacteur qui surchauffe. Et c'est fini, peu importe que vous soyez américain ou soviétique. Cette réalisation a changé ma perspective sur la guerre froide. Nous nous combattions, oui, mais nous étions aussi unis dans notre vulnérabilité partagée face à l'océan. Je pense que cette vérité fondamentale était peut-être plus importante que toutes les différences idéologiques qui nous divisaient. Ce témoignage capture quelque chose d'essentiel sur l'expérience humaine dans les environnements extrêmes, qu'ils ont tendance à révéler nos similitudes plutôt que nos différences. En 2025, alors que les tensions géopolitiques s'intensifient à nouveau entre grandes puissances, il y a un risque réel que les leçons plus douces du projet Azorian, l'humanité montrée aux ennemis morts, la reconnaissance de notre vulnérabilité partagée, soit oubliée au profit de l'accent mis sur les capacités techniques et l'avantage stratégique. Les nouveaux programmes de récupération sous-marine et d'opérations en eau profonde sont généralement présentés en termes purement techniques et compétitifs, sans référence aux dimensions éthiques et humaines. Cette omission est préoccupante. Si nous réduisons les océans profonds à un simple domaine de compétition stratégique, nous risquons de créer une course aux armements sous-marins qui pourrait être aussi dangereuse et déstabilisante que la course aux armements nucléaires de la guerre froide. Les océans couvrent 71% de notre planète et les profondeurs représentent le plus grand habitat de la Terre. En militarisant cet espace sans considérations éthiques robustes, nous hypothéquons potentiellement l'avenir de l'exploration et de la science océanographique pacifique. Il est donc crucial que l'héritage du projet Azorian soit compris dans sa totalité, non seulement comme une prouesse technique d'ingénierie et d'espionnage, mais aussi comme un moment où l'humanité a été maintenue, même dans des circonstances adversariales. Les funérailles des marins soviétiques, par leurs récupérateurs américains, ne devraient pas être considérées comme une anecdote touchante mais secondaire. Elles devraient être centrales à notre compréhension de l'opération, un rappel que même dans la poursuite d'avantages stratégiques, nous pouvons et devons maintenir des standards d'humanité. Cette leçon est peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1974, alors que nous développons des technologies toujours plus puissantes pour explorer et potentiellement militariser les profondeurs océaniques. La question qui se pose à nous n'est pas seulement « que pouvons-nous faire ?», mais « que devrions-nous faire ?» et comment pouvons-nous le faire d'une manière qui honore notre humanité commune? Les océans profonds attendent, vastes et mystérieux, gardant encore d'innombrables secrets. Quelque part dans ces profondeurs repose la section arrière du K-129, se désintégrant lentement, devenant partie du paysage sous-marin. D'autres épaves de la guerre froide parsèment les fonds océaniques, sous-marins américains, soviétiques, français, chacune une capsule temporelle d'une époque de conflits intenses. Ces sites sont à la fois des tombes de guerre méritant respect et protection, et des sources potentielles de renseignements et d'apprentissage technologique. Comment nous les traitons révélera beaucoup sur nos valeurs en tant que civilisation globale. Répéterons-nous les patterns du passé, exploitant chaque opportunité pour un avantage compétitif? Ou pouvons-nous évoluer vers une approche plus mature, reconnaissant que certains sites devraient rester non perturbés, que certaines quêtes de connaissances ne valent pas le coup en dignité humaine et en confiance internationale? Le projet Azorian nous a montré ce qui est possible quand les ressources, l'ingéniosité et la détermination convergent vers un objectif apparemment impossible. Il nous a également montré que même dans la poursuite de cet objectif, nous avons le choix sur la manière de le poursuivre, avec brutalité ou avec grâce, avec cynisme ou avec humanité. Les hommes et les femmes qui ont participé à cette opération ont fait des choix qui, rétrospectivement, honorent à la fois leur professionnalisme et leur humanité. Ils ont accompli leur mission tout en maintenant des standards éthiques qui ont résisté à l'examen du temps. C'est un héritage dont ils peuvent être fiers, et un exemple que les générations futures d'explorateurs sous-marins, qu'ils servent des missions militaires ou scientifiques, feraient bien d'émuler.
dans les profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre jamais, où la pression est écrasante, où le froid est pénétrant, l'océan impose ses vérités implacables sur tous ceux qui osent entrer dans son domaine. Ces vérités transcendent les idéologies, les nationalités, les époques. Elles nous rappellent notre petitesse face aux forces naturelles, notre vulnérabilité malgré toute notre technologie, notre dépendance mutuelle face aux dangers partagés. Le projet Azorian dans toute sa complexité, triomphe technique, opération d'espionnage audacieuse, moment d'humanité inattendu, capture ces vérités et nous les offre comme leçons pour l'avenir. Si nous les écoutons, peut-être pourrons-nous naviguer les eaux troubles de notre époque avec un peu plus de sagesse, un peu plus de compassion et un peu plus d'humilité face au vaste inconnu qui couvre la majeure partie de notre planète bleue.